Acte 4, Partie 2, Section 6, Des affections. 1. L'effectivité d'un objet est toujours sensible. En tant qu'un objet est le produit du monde, et que l'effectivité de l'existence est toujours sensible, il suit de cela que l'effectivité d'un objet est toujours sensible. Autrement dit, en tant que tout objet est nécessairement un produit sensible, il suit de cela que la sensibilité est une manière d'être au monde fondamentale pour un objet. Dit encore autrement, le rapport au monde est fondamentalement un rapport sensible. C'est pourquoi être au monde, c'est être fondamentalement le produit d'une sensibilité. Il n'y a pas d'existence dans le monde qui soit indépendante de la sensibilité, car le simple fait d'exister exprime cette sensibilité. En clair, comme tout ce qui existe est nécessairement le produit de l'effectivité de l'existence, tout ce qui existe est nécessairement un produit sensible. Il suit de cela qu'il ne peut exister dans le monde d'objets extrasensibles, comme s'il pouvait exister des objets qui seraient en dehors de toute sensibilité. Si un objet existe, il est nécessairement sensible d'une manière ou d'une autre. Autrement, c'est qu'il n'existe pas. En outre, nous disons que la sensibilité est la condition d'existence de tout objet, car celui-ci ne peut exister qu'au travers de cette sensibilité. C'est pourquoi, chez un sujet, la sensibilité est première et la raison seconde, car la sensibilité est innée, mais la raison est instruite. C'est la raison pour laquelle la sensibilité prévaut toujours en importance sur la raison. 2. Une affection est ce qui résulte de la sensibilité. De ce qui précède, il suit de cela que ce que nous nommons affection est ce qui est le produit de la sensibilité. Ainsi, quand un objet fait l'expérience d'un phénomène, nous disons que cet objet en est affecté. En un mot, affection est synonyme de sensibilité. Mais quand nous parlons d'affection, nous portons notre attention sur les affects qui sont les produits de cette sensibilité. 3. Un objet est nécessairement affecté. En tant que l'effectivité d'un objet est toujours sensible, il suit de cela qu'un objet est nécessairement affecté. Dit autrement, en tant que le monde est tout ce qui est, que l'effectivité de l'être est toujours sensible, et que rien ne peut se trouver dans le monde qui lui soit étranger, tout objet est nécessairement un être sensible. De plus, en tant qu'il n'y a rien de radicalement différent, et qu'un phénomène est nécessairement le successeur d'un phénomène précédent, l'une des conditions d'existence d'un objet est d'être déterminé par le phénomène d'un autre objet, en clair, d'en être affecté. En un mot, l'affect est une nécessité géométrique qui suit de la condition d'existence d'un objet. Il est donc impossible à un objet de ne pas être affecté. 4. L'affection ne produit pas un objet différent. L'affection d'un objet envers un autre ne crée pas en cet objet un autre objet qui lui serait indépendant. L'objet reste le même, mais l'affection réalise une certaine manière d'être qui était contenue dans l'essence de cet objet, sans quoi il n'aurait pas pu être affecté de cette manière. Un objet affecté est donc toujours le même objet, il manifeste seulement une autre manière d'être. 5. Un affect est un indice. En tant que l'effectivité de l'être est toujours sensible, qu'un objet est nécessairement affecté et que, sitôt qu'un sujet est affecté d'une chose, il s'ensuit une idée de cette chose dans le sujet, il suit de cela qu'un affect est, avant tout, un indice. Cela veut dire que l'affect indique au sujet une réalité dont celui-ci fait l'expérience, sans toutefois la lui livrer dans sa totale vérité. En clair, comme nous n'avons pas pu le faire auparavant, quand nous parlons d'affect, nous parlons de ce qui se produit dans un objet à la suite d'une expérience sensible. Quand nous parlons d'impression, nous parlons de ce qui se produit chez un sujet à la suite d'une expérience sensible. C'est-à-dire que nous parlons de l'affect qu'il éprouve, ainsi que de l'idée qui suit de cet affect. Quand nous parlons d'intuition, nous parlons de l'idée qui résulte d'un affect, en essayant d'isoler celle-ci de ce même affect. Autrement dit, nous cherchons à ne garder de l'affect que l'idée qu'il donne au sujet. Bien que ces précisions étaient nécessaires, il importe peu que le spectateur les apprenne par cœur. Ce sont là des subtilités de langage. Ce qu'il y a à retenir ici est que tous ces termes sont synonymes. Quand nous parlons de tous ces termes, nous parlons toujours de la sensibilité, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Remarque. Il a été assez courant chez les penseurs de considérer les affects comme mauvais. Nous pensons qu'un affect n'est ni bien ni mal. Il est simplement un indicateur. Et s'il est bon de prendre de la distance avec ces affects pour ne pas être mené par eux comme une girouette, nous pensons qu'il est très sain pour le sujet de prendre conscience de ses affections, car s'il ne le fait pas, il s'enferme alors dans une sorte de déni de lui-même où il ne sent pas tout ce dont il est affecté. Mais comme le corps, lui, non seulement le sent, mais n'oublie rien, il s'ensuit que, si le sujet ne prend jamais conscience de ses affections, il finira par tomber, car son corps ne le soutiendra plus. Par exemple, marcher nu dans la neige en croyant ne pas ressentir le froid ou en n'ayant plus de système nerveux n'aide pas le corps à ne pas mourir dans la prochaine demi-heure. Il est donc sain pour un sujet d'être conscient de ce qui l'affecte, car prendre conscience de cela, c'est connaître ce qui le détermine et augmente, par là même, la puissance du sujet. 6.
L'affection d'un objet en détermine l'existence. En tant que l'effectivité de l'être est sensible, il s'ensuit que tous les objets sont toujours pris dans une continuelle affection. C'est pourquoi nous avons parlé d'altérité efficiente, car aucun objet n'est parfaitement pur, mais constamment affecté par autre chose. C'est également pourquoi il n'y a rien d'absolument a priori, ni d'absolument pur. Être, c'est être altéré par l'affection du reste. Autrement dit, un objet ne reste jamais pur dans son être même, mais s'altère en permanence par l'affection du reste. Il suit de cela que, puisqu'un objet est continuellement altéré par l'affection du reste, il change en permanence, et toutes les affections qu'il éprouve en déterminent les manières d'être. Plus précisément, comme un objet se meut selon l'inertie de sa logique propre, que les objets sont déterminés par d'autres objets, et que le monde est un cosmos, il suit de cela que, tout le long de son inertie, l'objet est déterminé par l'affection d'autres objets. Ces autres objets laissent sur lui les affects qui résultent de ces affections. De plus, comme tout est le produit de l'existence, que l'effectivité de l'être est toujours sensible et qu'il n'y a rien en dehors de ce qui existe, il s'ensuit que tout ce qui existe est nécessairement le produit de la sensibilité. Ainsi donc, un objet, du fait même de sa condition, est soumis aux affects. Son existence ne peut se faire en dehors du sensible, mais est nécessairement constituée et déterminée par l'effectivité de l'existence qui, nous l'avons vu, est toujours sensible. En un mot, la condition d'un objet oblige celui-ci à affecter d'autres objets et, par cette affection, participe de la détermination de ces objets. Il suit de là qu'un objet porte nécessairement en lui la détermination des affects de ses affections, et qu'à chaque nouvelle affection s'ajoute un nouvel affect qui le détermine. Mais comme, en outre, les différentes manières d'être se produisent relativement à ce qui reste stable, ces déterminations ne modifient pas radicalement l'objet qui les subisse. Son essence reste la même, l'essence de l'objet est comme la page sur laquelle s'écrit ces déterminations. Il suit également de là que la condition naturelle des objets est l'inquiétude. Un objet n'est jamais immobile et tranquille, mais toujours affecté et troublé par l'affection du reste. 7. L'affection d'un sujet en détermine les actions. En tant que la théorie détermine la pratique, le sujet détermine ses actions relativement à ses représentations, cela est vu. Mais comme l'affection d'un objet en détermine l'existence, et que l'expérience du sujet laisse à celui-ci des impressions sensibles qui sont pour lui des idées confuses de ce dont il fait l'expérience, il suit de cela que les affections qu'il éprouve déterminera ses représentations qui, par conséquent, participeront également de la détermination de ses actes. Remarque, on parle partout de la force de l'esprit. Sans doute l'esprit est-il fort, mais pas suffisamment pour ne pas être affecté et pour ne pas subir les déterminations de ses affections. Les actions d'un sujet sont déterminées par son esprit, qui est à ce degré déterminé par ses affections qu'il devient très difficile de dire que ses actions sont conscientes et libres. Combien de fois n'avons-nous entendu qu'un individu, en allant voter, alors qu'il était certain de sa décision, à l'instant où il était dans l'isoloir, se mit subitement à changer d'avis. Pourquoi ? Pour un regard d'un détail, pour une idée qui émergea soudain, pour un souvenir qui revint à lui, pour un courant d'air qui passa à l'instant, autant dire pour un rien. Pourquoi Meursault a-t-il tué ? Car le soleil était aveuglant, et la chaleur écrasante. La raison de son meurtre est donc le soleil. En tout cas, c'est lui qui en a été la cause ultime. Si le sujet se laisse influencer par le temps qu'il fait, la température qu'il y a, par le fait qu'il y ait du soleil ou non, par la faim, par l'amour, par la souffrance, si un simple courant d'air passant par là suffit à changer son idée, si une onde de lumière plus grande que l'autre change son état d'esprit, si la position des étoiles ou des planètes suffit à agir sur son humeur, alors nous tenons l'esprit comme la chose la plus sujette aux affections et la décrivons comme un grain de poussière qui flotte aléatoirement au gré des affects. 8. Un objet est passif lorsqu'il éprouve un affect. Nous disons qu'un objet est passif quand il subit l'affection de quelque chose. Plus précisément, nous entendons le mot de passif dans le même sens que son origine latine, passior, ce qui veut dire subir. Est passif ce qui subit l'affection de quelque chose. Dit autrement, en tant que le rapport d'un objet est sensible, cela revient à dire que le mode d'être d'un objet est profondément celui de l'affection. Autrement dit, un objet pâtit à chaque instant de son existence. Il subit l'effectivité du monde et la suite des phénomènes qui l'affectent continuellement. En clair, en tant qu'être affecté est une nécessité, un objet n'est pas libre d'être affecté ou non. Cela s'impose à lui par la force de la nécessité, et c'est quelque chose qu'il subit entièrement du simple fait d'être. En un mot, tout objet est passif en tant qu'il subit l'effectivité de l'être. 9. Un sujet est passif à sa propre pensée. En tant que la pensée est l'effectivité de l'esprit, la pensée est également au sujet quelque chose de passif. En allant plus loin, comme une intuition est une idée dénuée de concept que le corps reçoit par impression sensible, qu'un concept est toujours le produit d'une rationalisation d'intuition, la pensée du sujet s'exprime toujours au travers de ses affects.
Le sensible donne au sujet ce au travers de quoi il va penser. La réflexion exprime, au sens latin de exprimere, ce qu'un sujet a déjà en lui. Cela veut dire qu'il fait sortir d'eux. En clair, quand le sujet use de sa réflexion, il exprime les intuitions que lui a laissées ses affections. En clair, si le sujet pense, il ignore les opérations par lesquelles il pense. C'est pourquoi le sujet ignore même comment il pense. Il se contente de recevoir ses idées comme s'il en était étranger. Citation. Ainsi, notre acte de penser est une certaine manière de pâtir. Saint Thomas, Somme théologique, question 79, article 2. 10. Un objet est étranger à ce qui lui est passif. Bien que ce qui est passif chez un objet se produise en lui, nous disons que l'objet en est étranger, car cela n'est pas le produit de son activité consciente, en un mot, de sa liberté. Et comme cela ne peut être nommé actif, nous disons qu'il est passif. Autrement dit, en tant qu'un objet est passif dans ses affections, il ne peut en être la cause au sens où l'entend le commun. C'est pourquoi nous disons qu'il en est étranger. Par conséquent, le mot étranger est ici une image pour exprimer ce que nous entendons quand nous parlons d'action libre. Bien que cela se produise au travers de l'objet et que l'objet, d'une manière ou d'une autre, est un maillon de la chaîne de causalité de ce qui se produit, nous disons que cela lui est étranger car il n'est pas le produit de la volonté de l'objet. En outre, comme seul un sujet peut avoir ce que nous nommons une volonté, il s'ensuit qu'un objet qui n'est pas un sujet est toujours passif dans tout ce qu'il est. Dit encore autrement, en tant que les affects sont les produits de la sensibilité chez un objet, ce dernier ne peut ni se soustraire, ni être la cause de ses affections. En un mot, la passivité des affects exprime à l'objet sa propre étrangeté. Il subit ce dont il n'est pas la cause. De même, en ce qui concerne le sujet, celui-ci est passif à ce qu'il subit, et c'est pourquoi nous disons qu'il en est étranger. Le sujet est donc étranger à lui-même. Il voit et sent en lui des éléments qu'il ne contrôle pas et avec lesquels il est toujours en tension. Quand il fait l'étude de lui-même, il se regarde comme un objet extérieur. Il ne se connaît pas entièrement et se découvre à lui-même à chaque instant. De plus, le sujet est à ce point étranger à ce qu'il est que, tout en croyant agir de lui-même par les raisons libres de ses idées, il ignore qu'il ne fait qu'exécuter les déterminations dont il ignore tout, qui lui sont comme étrangères et par rapport auxquelles il demeure entièrement passif. Dit plus simplement, puisque le sujet ne connaît ni lui ni le monde, tout en se croyant libre, il ne fait jamais qu'exécuter les déterminations de cause dont il ignore tout. En résumé de ce qui précède, nous disons qu'un sujet est passif, non seulement en tant qu'il pâtit de l'effectivité de l'être, mais également en tant que cette effectivité continue de se produire indépendamment de ses intentions conscientes. Ainsi, il ne sait ni comment il fonctionne, ni comment il agit, ni comment il pense, et pourtant, il ne cesse de fonctionner, d'agir et de penser. Il faut donc admettre que le sujet est passif envers toutes ces choses qu'il subit indépendamment de ce qu'il veut. 11. Un sujet est passif à ce qu'il affecte. En tant qu'un objet est passif lorsqu'il éprouve un affect, et qu'un sujet est aussi un objet, il suit de cela qu'un sujet est également passif à ce qu'il affecte. Autrement dit, en tant que la sensibilité est l'effectivité de l'être, et que rien n'est dans le monde qui ne soit sensible, le sujet ne peut s'affranchir de la sensibilité. C'est pourquoi il est toujours passif dans l'expérience de ses affections. Plus précisément, un sujet n'est pas libre d'être affecté ou non, et, plus fondamentalement encore, il n'est pas libre de choisir ce qu'il affecte, ni ce dont il est affecté. En clair, un sujet est passif dans ce qu'il subit, que ce soit dans ce dont il fait l'affection, comme dans les affects que celle-ci produit en lui. En un mot, si un sujet peut choisir comment il agit, il ne peut choisir comment il réagit. Citation. Il est donc ridicule de dire aux hommes qu'il dépend d'eux d'être heureux, d'être sages, d'être libres, et c'est se moquer d'eux que de les avertir sérieusement de ne point s'affliger de la perte de leurs amis ou de leurs biens. Car de même qu'il est ridicule d'avertir les hommes de ne point sentir de douleur lorsqu'on les frappe, ou de ne point sentir le plaisir lorsqu'ils mangent avec appétit, ainsi les stoïciens n'ont pas raison, ou peut-être se raillent-ils de nous, lorsqu'ils nous prêchent de n'être point affligés de la mort d'un père, de la perte de nos biens, d'un exil, d'une prison et de choses semblables, et de ne point nous réjouir dans les heureux succès de nos affaires. Car nous sommes unis à notre patrie, à nos biens, à nos parents, etc. Je veux bien que la raison nous apprenne que nous devons souffrir l'exil sans tristesse, mais la même raison nous apprend que nous devons aussi souffrir qu'on nous coupe un bras sans douleur. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 5, chapitre 2. 12. Un objet est affecté selon sa condition subjective. En tant qu'un objet est nécessairement affecté et, qu'en outre, un phénomène ne se présente pas de la même manière selon les conditions subjectives, il s'ensuit qu'un objet est affecté d'un phénomène relativement à sa condition subjective qui,
par conséquent, fait l'expérience de ce phénomène d'une certaine manière. D'une manière très imagée, à la mesure d'un tourne-disque ou d'un appareil photo, la condition subjective traduit le phénomène au travers de sa condition propre pour la lui rendre sensible. Et comme un objet possède une fonction propre, cet objet traite le phénomène relativement à la fonction qui lui est propre. Autrement dit, un affect témoigne à la fois de la condition du phénomène qui le cause et de celle de l'objet qui l'éprouve. Il suit de cela que la façon dont un phénomène affecte un objet tient davantage de la condition subjective de cet objet que du phénomène à proprement parler. Et comme l'objet affecte le sujet de manière différente, la différence des affects amène le sujet à discriminer le monde en objets différents. Il suit également de cela que l'affect du sujet ajoute quelque chose dans le phénomène qui n'est pas en lui premièrement, à savoir la condition de la subjectivité qui en fait l'expérience et qui le traduit relativement à la fonction qui lui est propre. En outre, comme une propriété témoigne toujours de la manière dont un objet en affecte un autre, comprendre une propriété, c'est en fait comprendre les affections que produit un objet chez un autre. Mais comme, en outre, une propriété n'est pas l'essence, le sujet a coutume d'attribuer à la nature des objets les sensations qu'ils causent en lui. En clair, les sens ne montrent pas au sujet les objets adéquatement, mais selon le rapport qu'ils entretiennent avec eux. Citation. Tout ce qui est reçu dans quelque chose est reçu selon le mode de ce qui reçoit. Saint Thomas, commentaire au De Anima, appendice 2, 43. Remarque. À cela, nous ajouterons ceci. L'affect d'un objet sur un autre dépend davantage de la condition de cet autre que de celle de l'objet qui l'affecte. Ce qui revient à dire que l'effet que l'objet aura sur un autre dépend en partie de la condition de l'objet qui affecte et en partie de la condition de l'objet qui l'éprouve. En quelque sorte, l'objet est innocent de l'effet qu'il aura sur un autre. Il se contente d'être ce qu'il est et de suivre l'inertie de sa logique propre. Le vent souffle sur l'arbre et rien ne se passe. Mais s'il souffle sur le roseau, celui-ci se courbe. En quelque sorte, que le roseau se courbe n'a que peu de rapport avec la condition du vent, mais surtout avec celle du roseau. 13. Un sujet a toujours une idée confuse de ses affections. Comme un objet est affecté selon ses conditions subjectives, un affect témoigne toujours à la fois de la condition de l'objet qui affecte et de celui qui est affecté. Mais comme un sujet a nécessairement une idée inadéquate, qu'il existe pour un objet une multitude de manières d'être, et que les conditions subjectives ne sont pas affectées de la même façon, il suit de tout cela qu'un sujet place tellement de subjectivité dans l'affection d'un objet qu'il est très difficile pour lui d'en avoir une idée claire. En clair, un sujet est affecté par un nombre si grand d'affects et possède tellement de manières d'être que l'idée du sujet à propos de ce qu'il affecte est naturellement grandement altérée. Il est très difficile de voir clair dans ce qu'il affecte et extrêmement complexe de retrancher sa subjectivité de ce qu'il affecte pour ne garder de l'objet que ce qui lui est propre. En un mot, non seulement le sujet a une idée nécessairement inadéquate, mais, en plus de cela, chaque affect altère l'idée d'un sujet pour créer un ensemble d'idées qui, s'altérant et se confondant les unes les autres, viennent créer un labyrinthe infernal dans lequel il est très difficile d'y voir clair. Citation. Les préjugés occupent une partie de l'esprit et en affectent tout le reste. Les passions confondent toutes les idées en mille manières et nous font presque toujours voir dans les objets tout ce que nous désirons d'y trouver. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 2, partie 2, chapitre 7. 14. Le corps d'un sujet est la mesure de son idée. En tant qu'un objet est affecté selon sa condition subjective et qu'une affection est ce qui résulte de la sensibilité, il suit de cela qu'un affect est toujours le produit d'un phénomène relativement à un corps. Autrement dit, ce corps témoigne de cet affect au travers de son corps. C'est pourquoi le corps est pour un sujet la mesure de son idée. C'est relativement à lui qu'il fait l'expérience du monde, et c'est à partir de lui que le sujet mesure tout le reste. Mais en tant que la connaissance est toujours abstraite, la sensibilité ne peut être la mesure suprême de l'être. C'est pourquoi le sujet devient plus abstrait au fur et à mesure de son chemin vers la connaissance. Il suit de cela que toutes les idées d'un sujet sont des modalités de la mesure de son corps. Tout ce que le sujet formule comme idée est nécessairement produit de la mesure de son corps et des affects que lui donne sa sensibilité au travers de l'expérience du monde. C'est pourquoi nous avons dit que la condition propre d'un sujet détermine ses représentations. Autrement dit, un sujet ne se représente un objet que relativement à la mesure de son corps, telle que celle-ci lui permet de faire l'expérience des phénomènes. Ce qui revient à dire qu'un sujet ne se représente quelque chose qu'à l'aune de la façon dont cette chose affecte son corps, c'est-à-dire à l'aune de sa sensibilité. Mais comme la sensibilité ne perçoit que des fragments du monde qu'elle biaise par sa condition propre, la sensibilité donne toujours des idées inadéquates du monde. C'est pourquoi l'inadéquation du sensible implique le dépassement de sa mesure pour accéder à la connaissance adéquate. En un mot, le sujet n'est pas le monde en totalité, mais s'y inscrit. Il ne le perçoit pas en totalité, mais par rapport à lui. Et tout ce qu'il perçoit du monde, il le traduit selon ses conditions subjectives.
C'est la raison pour laquelle un sujet peine à comprendre des choses qui diffèrent grandement de la mesure de son corps. Par exemple, si un humain sait qu'une explosion de supernova va à 300 000 km/h, même s'il le sait, il ne pourra se le représenter. Comment le pourrait-il, lui qui ne va tout au plus qu'à quelques kilomètres/heure? La réalité de la chose dépasse sa condition et sa mesure. C'est pourquoi il a toutes les peines à se la représenter. Il en est ainsi des idées comme celle du temps, d'infini, de mort, etc. C'est pour cela que des prophètes ou des génies ne sont pas compris de leur vivant, car ceux qui les écoutent ne peuvent se départir des conditions matérielles auxquelles leur existence les enchaîne. Pour comprendre ces idées-là dans toute leur réalité, le sujet doit élever sa condition à un degré plus haut. Citation. Ainsi, la mort, la vie, l'éternité, chose fort simple pour qui aurait les organes assez vastes pour les concevoir. Une mouche éphémère naît à 9 heures du matin dans les grands jours d'été pour mourir à 5 heures du soir. Comment comprendrait-elle le mot « nuit » Stendhal, Le Rouge et le Noir. En outre, il suit de cela que l'idée du sujet à propos de ce qui l'affecte suit la mesure de son corps. Autrement dit, un sujet attribue de la valeur aux objets relativement à la manière et au degré de sensibilité dont il en est affecté. Ainsi, plus un sujet est affecté par quelque chose, plus il attribuera de la valeur à cette chose. En un mot, le sujet détermine la valeur des objets selon le degré de proximité sensible qu'un objet entretient par rapport à lui. C'est pourquoi le sujet s'attache davantage à ce qui touche sa sensibilité qu'à ce qui est le produit de son esprit, car cela le touche directement et immédiatement, là où son esprit ne lui donne que des idées générales et abstraites. Citation. Tout ce qui flatte les sens nous touche extrêmement, et tout ce qui nous touche nous applique à proportion qu'il nous touche. Ainsi, ceux qui s'abandonnent à toutes sortes de divertissements très sensibles et très agréables ne sont pas capables de pénétrer des vérités qui renferment quelques difficultés considérables parce que la capacité de leur esprit, qui n'est pas infinie, est toute remplie de leur plaisir, ou du moins, elle en est fort partagée. Malebranche, De la recherche de la vérité, livre 2, partie 2, chapitre 8. De plus, plus la représentation du monde pour un sujet est restreinte, plus celui-ci considérera les objets qui s'y trouvent et les phénomènes qui s'y produisent comme importants. Par conséquent, un sujet n'ayant pour seul horizon que les frontières de son habitus, de son quartier, de sa cour, de sa maison, etc., ne peut voir les intrigues qui s'y trouvent que comme vitales. Pour lui, ces intrigues ne sont pas seulement passagères, elles sont le monde entier. Au final, le sujet n'a tellement aucun autre horizon qu'il n'est plus même capable de se représenter autre chose. Ses représentations ne dépassent jamais les frontières de son monde. Il ne faut pas aller chercher plus loin la raison pour laquelle les sujets portent tant d'importance à des choses si futiles, car, en vérité, ils ne connaissent rien d'autre. De cela, il suit que, puisque la théorie détermine la pratique, le sujet ne pense et n'agit que relativement à ce que la mesure de son corps lui inspire et aux valeurs que la sensibilité de celui-ci lui amène à donner aux objets. Il s'ensuit que le sujet ne peut ni connaître ni attribuer de la valeur à ce qui ne l'affecte pas, d'une manière ou d'une autre. Citation. Car comme elle suit la connaissance de l'esprit, on peut dire que l'on n'est pas actuellement uni aux objets que l'on ne connaît pas. Un paysan dans sa chaumine ne prend point de part à la gloire de son prince et de sa patrie, mais seulement à la gloire de son village et de ceux d'alentour, parce que sa connaissance ne s'étend que jusque-là. Malebranche, De la recherche de la vérité, livre 5, chapitre 2. Enfin, comme le corps d'un sujet est la mesure de son idée, toutes ces idées sont des modalités de la mesure de son corps, c'est-à-dire de la manière dont il est affecté du reste. En clair, toutes les idées du sujet, quelles qu'elles soient, sont des modalités des idées produites d'affections sensibles, ce qui revient à dire que le sujet part de lui pour comprendre toute chose. Même les principes moraux sont au fond des extensions de ses intérêts pratiques, et même l'idée qui pousse la réflexion jusqu'à la négation de soi se fait au profit de ce qui n'en a plus aucun. Par exemple, les religions archaïques conçoivent toujours l'amour d'un dieu comme de simples marchandages et échangent de bons procédés. La raison en est qu'à ce moment de leur vie, ils ne peuvent comprendre le rapport au sacré que selon la mesure de leur corps, c'est-à-dire que comme rapport marchand. 15. Un affect n'est pas exclusif à une condition subjective. En tant qu'un objet est affecté selon sa condition subjective, un affect est toujours relatif aux conditions subjectives qui en font l'affection. Mais comme, en outre, au travers des conditions subjectives, il existe une même condition, l'affection d'une condition subjective se rapporte toujours, d'une manière ou d'une autre, à cette même condition. Plus précisément, si l'affect porte en lui quelque chose de la condition subjective, il n'en est pas pour autant propre et exclusif à cette subjectivité, car comme il existe une même condition universelle, il n'y a rien qui, dans le monde, puisse faire l'affection d'un affect, dont ne puisse également faire l'affection tout le reste. Si cet affect ne se produit pas de la même manière, les autres conditions subjectives en font tout de même l'affection, d'une manière ou d'une autre. En clair, un affect n'est pas absolument privé dans ce sens qu'il serait absolument exclusif à une condition subjective. Il existe quelque chose de l'un, dans l'autre, qui permet de comprendre l'un, à partir de l'autre. En un mot,
Il n'y a rien dans le monde dont un objet ne puisse faire la même affection d'un autre objet, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, le sujet n'est pas la mesure de toute chose, mais toutes les mesures subjectives se rapportent forcément à la mesure objective de la vérité. Nous disons qu'elles en sont des modalités. C'est pourquoi on peut raisonnablement penser que si un sujet est affecté de telle manière par un objet, un autre sujet le sera sensiblement de la même façon. Cette dernière proposition n'est évidemment pas une science exacte. Ce qu'il faut retenir est qu'un sujet n'est pas un monde indépendant de tout le reste qui serait libre d'être affecté comme il l'entend. Un sujet partage des conditions similaires à d'autres et qui permettent de garantir une affection semblable. 16. Un sujet a nécessairement une idée de ce dont il fait l'affection. En tant que, sitôt qu'un sujet est affecté d'une chose, il s'ensuit une idée de cette chose dans le sujet, il suit de cela qu'un affect cause toujours, chez un sujet, une certaine idée de l'objet qu'il a produit. Autrement dit, il est impossible qu'un sujet soit affecté de quelque chose sans qu'il n'ait une certaine idée de ce quelque chose. Dit encore autrement, si un sujet a l'idée d'une chose, c'est qu'il a nécessairement quelque chose qui en est la cause. En outre, en tant qu'un objet est affecté selon sa condition subjective et que l'affection de l'objet donne au sujet des impressions, il suit de cela que les impressions qui résultent de ces affections sont des idées déterminées à la fois par la nature de l'objet, par celle des conditions subjectives de ce sujet et par la manière dont ce sujet en fait l'expérience. Il suit de cela qu'un sujet ne peut avoir l'idée d'un objet si le sujet qui en est affecté n'entretient pas un quelconque rapport avec l'objet qui l'affecte. En simple, un sujet ne peut avoir l'idée d'un objet qui ne l'affecte en rien. Par cela, nous ne voulons pas dire que, si le sujet a l'idée d'une chose, il s'ensuit que cette chose existe nécessairement, mais qu'il est impossible que le sujet ait l'idée d'une chose si, d'une manière ou d'une autre, ce à partir de quoi il exprime son idée ne l'affecte en rien. Autrement dit, même dans les idées fausses, il existe quelque chose de vrai qui affecte le sujet et qui est ce à partir de quoi il exprime son idée. En clair, toutes les idées du sujet sont le produit de l'effectivité de l'être dont il fait constamment l'affection. Il suit également de cela que l'affect indique toujours quelque chose de l'objet dont il est le produit. Si le sujet éprouve un affect causé par un objet, c'est que cet objet affecte le sujet d'une certaine manière. Aussi, l'affect chez le sujet indique toujours quelque chose de l'objet qui le cause. Ainsi, l'affect n'est pas une illusion de l'objet qui n'aurait aucun rapport à lui, mais porte en lui quelque chose de l'objet qu'il s'agit dès lors d'identifier en le retranchant des déterminations que lui ajoute le sujet. En un mot, l'affect dit quelque chose à propos de l'objet qui le cause. Si ce n'était pas le cas, l'affect chez le sujet ne serait pas tant causé par l'objet que produit par l'esprit. Enfin, il s'ensuit que l'affect contient nécessairement quelque chose de l'objet qui le produit, ainsi que de l'objet qui l'éprouve. En un mot, il n'y a pas d'affect vide d'impression en rapport avec ce qui le cause. Il suit de cela que les idées ne sont pas des produits libres du sujet, mais qu'elles sont toutes déterminées par des conditions d'existence et par les affections du sujet. En un mot, le sujet n'a pas les idées qu'il veut. Ces idées suivent tout naturellement le fil de ses affects. 17. L'affection d'un même objet peut laisser au sujet une multitude d'impressions. En tant que l'expérience de l'existence laisse au sujet des impressions sensibles qui sont, pour lui, des idées confuses de ce dont il fait l'expérience, et qu'un phénomène ne se présente pas de la même manière selon les conditions subjectives, il suit de cela qu'un même phénomène peut produire chez un sujet un nombre très grand d'impressions qu'il n'est pas facile de connaître. De plus, comme les conditions subjectives sont multiples et qu'un même objet produit différentes impressions selon la manière dont on en fait l'expérience, les sujets ne s'accordent que très rarement sur les mêmes objets, car ils ont, à leur propos, des impressions différentes. En un mot, il est très difficile de savoir quelle impression l'affection d'un objet laisse à un sujet. 18. Le sujet s'affecte lui-même de ses propres représentations. En tant que le sujet détermine ses actions relativement à ses représentations, il suit nécessairement de cela que le sujet en vient à s'affecter lui-même de ses propres représentations. 19. D'un même affect, il peut s'ensuivre n'importe quelle représentation. En tant que, d'une même chose, peut s'ensuivre différentes représentations, que, pour un même objet, il est possible de l'exprimer par une infinité de rapports, qu'un phénomène ne se présente pas de la même manière selon les conditions subjectives, que la condition propre d'un sujet détermine ses représentations, et que l'affection d'un même objet peut laisser au sujet une multitude d'impressions, il s'ensuit que, des mêmes phénomènes, les sujets se les représentent de différentes façons, car non seulement ces phénomènes ne les affectent pas de la même manière, mais, en plus, les sujets les pensent de manière fortement différente. En clair, le sujet peut, à partir d'un même affect, produire une infinité de représentations qui lui font voir cet affect de la manière qu'il lui plaît. Il n'appartient évidemment pas au sujet, s'il plonge sa main dans le feu, d'être libre de ressentir du froid. Ce que nous voulons dire par là, c'est que, de la même façon qu'un sujet peut toujours trouver une logique derrière n'importe quel ordre, de même, il est toujours possible à un sujet de se représenter ce qu'il affecte de la manière qu'il souhaite. 20. L'idée d'un sujet détermine la représentation de ses affects.
En tant qu'un sujet, de par son existence, produit des conditions d'existence subjectives, nous disons qu'il s'autodétermine. De même, s'il n'est pas libre de le sentir comme il le veut, le sujet peut recouvrir cet affect de tant de subjectivité que c'est comme s'il devenait pour lui tout autre chose. Il éprouvera toujours cet affect, mais il se le représentera de manière tellement différente que c'est comme s'il éprouvait autre chose. En fait, l'affect devient inconscient et le sujet a l'impression d'éprouver autre chose. C'est ce que l'on pourrait nommer une forme de conditionnement. Cela veut dire que le sujet se conditionne pour s'imposer à lui-même certaines affections. D'une certaine manière, nous pourrions tout à fait dire qu'il s'auto-affecte. Bien que cette capacité soit limitée, on ignore combien puissante elle peut être. Elle peut aller du simple effort sur soi jusqu'à ce que l'on nomme communément un lavage de cerveau. Par exemple, ne pas ressentir la douleur n'enlève rien au fait que le sujet en soit affecté. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un avantage. Cela est même pire pour lui tout compte fait. Car, comme l'affect est un indice, en n'en prenant pas conscience, le sujet ignore le message d'alerte que le corps lui envoie. Remarque, bien que l'on surestime grandement l'action de l'esprit sur le corps, on sous-estime trop souvent l'effet impressionnant sur le corps des troubles psychosomatiques, de combien les croyances ont un impact immense sur le corps et de combien, faute de solution, les sujets s'en fabriquent des ersatz de par la force de leur seule croyance. Cela est vrai à un degré tel qu'un peu d'enseignement stoïcien n'est pas seulement utile à la sagesse, mais également une consigne de santé publique. 21. L'affect donne la raison de l'action d'un sujet. En tant que le sens est un rapport, que la logique est la formule d'une suite qui en donne la raison, et que, en outre, l'affection détermine l'objet, il suit de cela que l'affect qui cause une action donne à celui qui l'éprouve la raison de ce qu'il fait. Autrement dit, un sujet agit relativement à des raisons qui sont déterminées par des affects. Ainsi, en faisant référence à l'affect qui cause une action, le sujet trouve par là même la raison de son action. Dit encore autrement, de même que la signification d'un signe est déterminée par le système auquel il se réfère, de même, la signification d'un acte est déterminée par l'affect auquel il se réfère. En clair, un sujet agit selon la raison de ses affects. Autrement dit, il est agi par l'affect qui le détermine. Tout ce qu'il fait trouve donc sa raison dans l'affect qui le détermine. En un mot, si le sujet fait une action en raison d'un affect, c'est que la raison de cette action se trouve dans cet affect. Il s'ensuit que donner la raison de son action en faisant référence à son affect est une sorte de tautologie. Le sujet fait référence à cet affect pour justifier son acte, mais toute action a une raison du moment qu'on la rapporte à l'action qui la motive. Mais comme, en outre, pour n'importe quelle suite, il est possible de formuler une logique qui en donne la raison, il suit de cela qu'un sujet pourra toujours trouver une raison pour n'importe lequel de ses actes. Autrement dit, en tant que le sens est ce qui se rapporte à un système, le sujet rapporte ses actions à son vécu. Il a donc l'impression que tous ses actes ont un sens et se croit justifié de tout ce qu'il pourra faire. C'est par cette sorte de tautologie que le sujet se croit toujours dans son bon droit. Nous pourrions résumer son attitude ainsi. Ce que je fais se rapporte à ce qu'il a causé, donc c'est logique et parfaitement légitime. Il s'ensuit que les sujets se sentent justifiés de faire tout ce qui peut bien leur traverser l'esprit pour peu qu'ils en ressentent l'envie. Le sentiment d'immédiateté de l'affect leur donne à eux-mêmes le sentiment de la raison de ce qu'ils font. C'est pourquoi ils le font avec d'autant plus d'ardeur qu'ils en ressentent la raison. En un mot, un affect se justifie toujours, car c'est la référence à lui-même qui donne la raison de ses conséquences. Citation. Mais le désir est animé par l'amour, il est fortifié par l'espérance, il est augmenté par la joie, il est renouvelé par la crainte, il est accompagné de courage, d'émulation, de colère, et de plusieurs autres passions qui forment à leur tour des jugements dans une variété infinie, lesquels se succèdent les uns aux autres et soutiennent ce désir qui les a fait naître. Il ne faut donc pas être surpris si le désir pour une pure bagatelle, pour une chose qui nous est manifestement nuisible ou inutile, se justifie sans cesse contre la raison pendant plusieurs années ou pendant toute la vie d'un homme qui en est agité, puisqu'il y a tant de passions qui travaillent à sa justification. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 5, chapitre 11. 22. En dehors de la référence à l'affect qui le motive, l'acte d'un sujet n'a pas de raison. En tant que l'affect donne la raison de l'action du sujet et que le sens est un rapport, indépendamment de cette référence à l'affect qui le motive, l'acte d'un sujet ne peut avoir de raison. Plus précisément, l'affect motive une action. C'est pourquoi le sujet fait référence à cet affect pour trouver la raison de son action. Le sens de cette action se trouve donc dans cette référence à cet affect, tant et si bien que, en dehors de cette référence à l'affect qui la cause, l'action devient absurde. C'est pourquoi, sous l'impulsion du moment, tous les actes d'un sujet lui paraissent sensés, mais, à froid, il comprend tout ce que cela avait d'absurde et d'insensé. Il suit de cela que désolidariser l'action de l'affect qui le motive, c'est rendre incompréhensible cette même action. Un sujet est incapable de comprendre l'action d'un autre s'il ne comprend pas l'affect qui en donne la raison. 23. La raison que donne l'affect à l'action n'en détermine pas la vérité.
En tant que l'affect donne la raison de l'action d'un sujet et que le sujet se croit toujours justifié de ce qu'il fait, il est clair que ce n'est pas parce que le sujet agit selon la raison de son affect que cette action est vraie. Autrement dit, en tant que le sujet agit selon les affects qui le déterminent, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit trouve sa raison dans l'affect qu'il éprouve. C'est pourquoi la raison de son affect n'est pas suffisante à déterminer la vérité de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. Dit encore autrement, en tant que la vérité n'est pas performative, ce n'est pas parce qu'un sujet fait quelque chose selon la raison de son affect que ce qu'il fait est nécessairement vrai. En un mot, la raison d'un affect ne suffit pas à dire d'une action qu'elle soit vraie, et encore moins qu'elle soit morale. Si nous allons plus loin, en tant qu'un affect se justifie toujours en faisant référence à lui-même, donner la raison d'un affect est tautologique. C'est pourquoi tout affect est honnête au sens où l'entend le commun. Un sujet ne ment pas quand il éprouve un affect, ni quand il donne la raison de ce qu'il fait en faisant référence à cet affect. À proprement parler, il n'y a pas d'affect malhonnête. Chaque affect est à lui-même sa propre raison. C'est pour cela que les sujets, en faisant ce à quoi les détermine leur affect, ont toujours l'impression d'être dans le vrai. Mais font-ils le contraire l'instant d'après, ou disent-ils l'inverse de ce qu'ils disaient plus tôt, qu'ils se sentent tout autant dans le vrai? Dit plus simplement, comme les sujets agissent selon la raison de leurs affects, si un affect détermine à dire quelque chose et un autre à dire le contraire, le sujet se retrouve à dire deux choses contradictoires avec la même honnêteté. C'est pourquoi il n'est pas aisé de mettre de l'ordre dans ce que les sujets peuvent dire ou faire. Il suit de cela que les sujets ne réalisent pas qu'ils mentent, qu'ils se trompent ou qu'ils se contredisent, car, comme leurs actions sont déterminées par leurs affects, la raison de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent varie en même temps que les affects qu'ils éprouvent. Et comme chaque sujet justifie ses actions relativement aux affects qui les ont causés, c'est comme si cette raison les dédouanait de toute responsabilité. Ainsi, étant tout bonnement incapables de se sentir responsables de rien, les sujets se sentent justifiés de tout et, quoi qu'ils fassent, ils se croient toujours dans leur bon droit. Remarque, pour apparaître vertueux, le sujet aime à penser par le cœur. Par cela, il veut dire qu'il préfère penser selon le sentiment chaud et concret que selon la raison froide et abstraite. C'est que, trop souvent, le commun confond morale et vérité en réduisant la seconde entièrement à la première. En simple, seul est vrai ce qui est moral, en tant que l'on comprend ce mot comme ce qui est agréable pour un sujet. Et si une idée est vraie, mais qu'elle n'est pas agréable au commun, celui-ci la rejettera comme étant fausse. En fait, ce que le commun désigne par le mot de cœur n'est rien d'autre que la succession de ses affects qui lui donnent les raisons d'intuition contradictoires. En un mot, le sujet, quand il pense par le cœur, détermine la vérité de ses idées sur le plaisir que celle-ci lui cause. Or, nous savons depuis Platon que le bon n'est pas l'agréable, et que ce qui est agréable n'implique pas d'être vrai, encore moins que d'être juste. Il n'est plus possible aujourd'hui de revenir sur cette vérité. Une idée n'est pas vraie parce qu'elle est agréable, ou qu'elle laisse des affects de plaisir. Elle est vraie parce qu'elle correspond adéquatement à une vérité du monde. Celui qui pense par le cœur ne fait donc rien sinon suivre aveuglément le cours de ses affects et nommer de vérité le moindre des décrets que ces derniers ont la lubie de lui suggérer. En vérité, il s'agit de termes fleuris pour parler d'un individu qui n'est guère plus libre qu'un simple automate ou qu'une girouette à la merci du vent. Alors le cœur devient instrument de négation de la vérité. Par cœur, en réalité, ils ne veulent rien dire d'autre sinon suivre le fil de leurs affects, aveuglément. Cette expression correspond donc en réalité à un trope rhétorique pour convaincre de son propos en décrédibilisant celui de l'opposant. « Comment pouvez-vous penser cela ? N'avez-vous pas de cœur ?» disent-ils. « Si, j'ai un cœur », faudrait-il leur répondre. Et j'en suis d'autant plus conscient que je sais que ce cœur ne suffit pas à connaître la vérité et que ce n'est pas en suivant son cours que j'apprendrai quoi que ce soit. En outre, comme l'existence est toujours sensible, il ne faut pas ainsi opposer raison et cœur. La raison ne pense que parce que lui donne le cœur, et le cœur ne connaît que par la raison. On ne peut donc pas dissocier l'un de l'autre sans rendre impossible la connaissance de quoi que ce soit. 24. Sentir, ce n'est pas savoir. En tant que le sentiment subjectif d'un sujet ne détermine pas la vérité d'une proposition, et que faire l'expérience d'une modalité n'implique pas nécessairement de connaître l'essence de laquelle elle est issue, il suit nécessairement de cela que ce n'est pas parce qu'un sujet sent quelque chose qu'il la connaît. Dit autrement, faire l'expérience d'un objet n'implique pas d'en connaître adéquatement l'essence. Plus précisément, comme un sujet a nécessairement du monde une idée inadéquate, ses affections ne lui donnent que des détails sur le monde. Si le mot de « détail » déplaît au spectateur par sa connotation frivole, nous n'avons qu'à dire « fragment ». Seul compte l'idée d'une partie d'un ensemble plus grand, amputé du reste, et qu'on ne peut comprendre si on ne le place pas dans l'ensemble général duquel il est le fragment. Bien que ces fragments soient importants, l'essence dont ils sont l'expression ne saurait se réduire à eux. En un mot, et nous pensons que c'est assez clair à présent, ce n'est pas parce que l'on sent que l'on sait. Remarque. Le commun croit habituellement que la sensation est toujours à elle-même sa propre vérité et qu'elle est donc la mesure de toute chose. Son idée est en gros que,
Puisqu'une affection se rapporte toujours à la condition qu'il éprouve, elle est toujours vraie. Elle est toujours vraie. De cela, le sujet croit que les sentiments qu'il pourra avoir d'un sujet seront toujours vrais et que, par conséquent, rien de ce qu'il pourra penser pourra être faux. Ainsi, pour ces individus-là, il n'est pas requis de savoir. Il suffit de sentir, de dire « j'y étais, j'ai vu, vous n'y étiez pas », la morale faisant le reste. Or, il est clair maintenant qu'une telle idée est fausse. Il est dorénavant clair que la vérité ne se réduit pas à la mesure du sujet, mais que la mesure de la vérité dépasse celle des conditions du sujet auxquelles elle se rapporte. Il ne s'agit aucunement de se couper des témoignages et des expériences de ceux qui ont vécu certaines expériences. Il s'agit simplement de dire que faire l'expérience de quelque chose ne suffit pas à la connaître adéquatement et que seule la connaissance pleine et entière de la chose dans son ensemble peut être appelée adéquate. 25. L'affect ne trompe le sujet qu'en tant que celui-ci prend cet affect comme la mesure de la vérité. En tant que l'idée du sujet suit la mesure de son corps, le sujet a coutume de définir comme la nature des objets les affects qu'il cause en lui. Mais comme la sensibilité d'un sujet n'est pas la mesure adéquate de l'être, il suit de cela que l'erreur ne se porte pas tant sur l'affection en elle-même que sur le jugement que le sujet en formule par la mesure de son corps. Autrement dit, les affects ne montrent pas au sujet les objets selon la vérité, mais toujours selon le rapport que ces objets entretiennent avec lui. Mais comme une modalité n'est pas l'essence d'un objet, l'erreur du sujet à propos des objets est donc de prendre pour vérité adéquate ce qui n'est qu'une propriété relative à la nature de ces conditions subjectives. Plus précisément, nous avons dit qu'une propriété consistait dans le produit d'une affection d'un objet avec un autre et que, ainsi, une propriété était une modalité de l'essence d'un objet. Cela veut dire qu'une propriété exprime une certaine manière d'être d'un objet. Dans le cas d'un affect, il s'agit pour l'objet d'une certaine manière d'être qui s'exprime en réaction de l'affection d'autre chose. C'est pourquoi parler de propriété, c'est toujours parler de la manière dont un objet en affecte un autre. Une propriété est donc le produit de deux choses, la condition de l'objet qui affecte et de celle de l'objet qui est affecté. Nous disons que c'est une certaine manière d'être car, si la propriété qui résulte de cette affection n'était pas déjà contenue dans l'essence de l'objet, jamais l'objet ne pourrait en faire l'expression. D'une manière très imagée, si la main se brûle, c'est que, d'une manière ou d'une autre, il est dans son essence d'avoir la possibilité d'être brûlé. Dit d'une autre manière, en tant que le sujet est constitué de parties qui ont leur fonction propre, et que chaque affect est un indice, un affect n'est pas faux en lui-même ni inutile. Il n'est cause d'erreur que lorsque le sujet prend cet indice comme la mesure de la vérité. En outre, comme le corps possède une fonction, il interprète le sensible à l'aune de son intérêt vital. L'affect est donc utile à la conservation de la vie du sujet, et s'il est également utile à la connaissance de la vérité, il ne saurait être tenu comme l'idée adéquate de cette vérité dont il sent l'effectivité. En un mot, si l'affect informe sur la relation d'un objet avec le corps, il ne donne pas l'idée adéquate de la vérité de ce dont il est l'affect. Il suit de cela que, comme le sujet a l'habitude de juger de la nature des objets selon l'impression que l'affection de ceux-ci lui fait, les sujets prennent comme bien ce qui leur est agréable, et, plus fondamentalement encore, comme souverain bien ce qui n'est qu'un plaisir spontané. Ainsi, le sujet juge de la pureté et du vice, de la perfection et de l'imperfection, du bien et du mal, selon les impressions que lui laissent ses sens. Et comme il existe autant de manières d'être qu'il existe de sujets, et qu'il y a autant d'affects qu'il y a de manières d'être, il suit de cela qu'il y a d'autant plus de jugements de valeur qu'il y a d'affects. Citation. Dans la sensation, le jugement est purement passif. Il affirme qu'on sent ce qu'on sent. Dans la perception ou l'idée, le jugement est actif. Il rapproche, il compare, il détermine des rapports que le sens ne détermine pas. Voilà toute la différence. Mais elle est grande. Jamais la nature ne nous trompe. C'est toujours nous qui nous trompons. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, livre 3. 26. L'affection d'un objet en détermine l'inertie. En tant que l'affection d'un objet en détermine l'existence et que l'affection d'un sujet en détermine les actions, il s'ensuit que l'affection d'un objet en détermine l'inertie. Cela veut dire que la manière d'être d'un objet sera également déterminée par la manière dont il est affecté. Plus précisément, en tant qu'un objet possède une fonction propre, il suit de cela que l'affect porte en lui une fonction propre qui détermine l'objet qu'il éprouve à prendre une certaine direction ou à, ce qui revient au même, avoir une certaine manière d'être. Cette affection n'est pas radicalement étrangère à l'objet qu'il éprouve, car, comme nous l'avons dit, si l'objet est d'une certaine manière, c'est que, d'une manière ou d'une autre, il avait déjà la possibilité de cette manière d'être dans son essence. Mais nous disons qu'elle lui est étrangère dans ce sens que l'objet qu'il éprouve et dont l'existence en est déterminée lui reste passif. 27. Un affect produit toujours une suggestion. En tant qu'un objet a une fonction propre, faire l'affection de cet objet, c'est nécessairement être affecté par sa fonction. Ainsi, l'affect porte toujours en lui une attention qui détermine l'objet qu'il éprouve à suivre l'inertie de ce qu'il affecte. C'est-à-dire que l'affect détermine l'objet qu'il éprouve à suivre la même logique que l'objet qui en est la cause.
C'est cet affect qui témoigne d'une attention que nous nommons suggestion. 28. Les suggestions déterminent le sujet dans ses intentions. En tant que le sujet possède des idées inconscientes, que le sujet porte toujours en lui les idées de ses affections et que celles-ci participent de la détermination du sujet, ces idées inclinent tout naturellement le sujet vers une certaine direction ou à avoir une certaine attitude. Plus clairement, s'il est clair que le sujet aura, de toute manière, une idée confuse de ce dont il fait l'affection et qu'il pâtira des suggestions produites de ses affections, ces suggestions ne le contraignent pas nécessairement à réaliser l'intention dont elles témoignent. Autrement dit, les suggestions sont les idées produites chez un sujet de l'affection d'un objet en tant que nous comprenons ces idées par l'intention dont elles témoignent. Le sujet aura, même inconsciemment, l'idée de ces suggestions. Nous dirons qu'il en sera affecté, et cela le conduira tout naturellement à suivre l'inertie de l'objet qui les cause. En un mot, si le sujet a des intentions, celles-ci sont influencées par l'affection des objets qui, ayant une fonction propre, lui laissent des suggestions qui l'inclinent à tendre vers une certaine direction, autrement dit, à vouloir quelque chose. En outre, comme il n'existe ultimement qu'une seule chose, et qu'il existe une intelligence universelle, il s'ensuit que toute l'inertie d'un sujet est déterminée par cette volonté supérieure dans laquelle il est contenu et dont son existence suit l'inertie et l'intention. Remarque. Plus précisément, en tant que l'affection d'un objet en détermine l'existence, les actions et l'inertie, il est clair que l'affection détermine l'objet qu'il éprouve de manière nécessaire. Mais dans le cas d'un objet, et en ce qui concerne les suggestions qu'il éprouve, cela est plus complexe, et il faut avouer que nous peinons à en comprendre la raison. Nous disons que, si le sujet est bien déterminé dans ses affections, ces dernières n'ont pas nécessairement sur lui une force de fatalité. Du moins, s'il y en a une, nous n'en savons rien. Certains affects déterminent le sujet de manière nécessaire à avoir une certaine réaction, comme la douleur par exemple. D'autres ne font que suggérer. Cela veut dire qu'ils portent en eux une attention dont pâtit le sujet, mais que celui-ci n'est pas nécessairement contraint de suivre. Fin de la section 6.